Bonjour, je suis Pierre Cartier, pédiatre, coordonnateur du centre de référence maladies rares RAISE et au sein de la filière FI2R. Donc je vais vous parler des avancées thérapeutiques d'abord dans les formes non systémiques d'arthrite juvénile idiopathique. Ce sont mes liens d'intérêt que je vous présente ici avec différents laboratoires qui commercialisent des traitements dans ces maladies. Et donc pour vous rappeler que les arthrites juvéniles idiopathiques, c'est en fait un groupe de maladies hétérogènes qui regroupe plusieurs entités de maladies qui commencent avant 16 ans, dont la cause n'est pas connue et qui ont classiquement une évolution d'au moins 6 semaines. Vous verrez que pour la forme systémique, cette notion de 6 semaines va être un petit peu remise en cause. Il faut éliminer des grands diagnostics différentiels qui sont les maladies systémiques, les maladies infectieuses, les réactionnelles post-infectieuses, dont le post-Covid en ce moment, etc., etc. Alors, cette diapo d'une publication assez ancienne vous montre, selon la classification actuelle, la proportion des différentes formes d'AJI, arthrite juvénile idiopathique, avec environ 10% de formes systémiques, surreprésentées à Necker du fait du biais de sélection des formes graves dans l'autre centre de référence. Les oligopolyarthrites du jeune enfant représentent en fait ensemble 2/3 des patients et très peu de polyarthrite rhumatoïde juvénile, quand même des spondylarthropathies et quelques formes liées au psoriasis et beaucoup de formes non groupables avec la classification actuelle. Si on raisonne, ce qui est peut-être plus facile en fonction de l'âge de début, vous voyez qu'avant 6 ans, on a essentiellement les oligos ou les polyarthrites sans facteur rhumatoïde du jeune enfant, avec souvent anticorps antinucléaires positifs sans spécificité, qui sont des formes intéressantes parce qu'elles ont un risque inconnu dans d'autres pathologies de vide chronique à œil blanc dans 20 à 30% des cas, qui sont d'évolution très insidieuse au niveau de la chambre antérieure et au-delà. Par ailleurs, on a quelques enfants qui ont des formes psoriasiques qui peuvent ressembler à ces formes non psoriasiques, et enfin, des enfants qui développent une forme systémique ou maladie de style à début pédiatrique très jeune. Chez les enfants de plus de 6 ans, on change un peu de profil, on a toujours des maladies de style de l'enfant, mais un peu moins. On a désormais des spondylarthropathies juvéniles qui peuvent commencer surtout chez le garçon, toujours des formes liées au psoriasis qui peuvent ressembler à cet âge aux spondylarthropathies, et puis chez l'enfant plus grand, chez l'adolescente surtout, des polyarthrites rhumatoïdes de type adulte. Bien sûr, il y a aussi des formes non classifiées. Alors cette classification actuelle que je vous ai présentée en 7 groupes est trop complexe et on vise à la simplifier pour mieux comprendre ce qui va suivre, avec d'une part la forme systémique qu'on devrait appeler en fait style à début pédiatrique, les polyarthrites rhumatoïdes de l'enfant, de l'adolescente surtout, les spondylarthropathies juvéniles qu'on appelle encore dans notre jargon anthésite en rapport avec une arthrite juvénile idiopathique, parce que dans 85% des cas, au diagnostic, il y a l'anthésite, donc l'insertion douloureuse des anthèses et des douleurs articulaires périphériques, mais pas encore l'atteinte axiale qui va apparaître par la suite chez la plupart des patients. Un deuxième groupe seront les arthrites oligo ou polyarticulaires, peu importe, de l'enfant commençant avant 6 ans, sans facteur rhumatoïde mais avec anticorps antinucléaires positifs. Et le reste sera considéré comme ingroupable. On oubliera le caractère classifiant du psoriasis qui était trop complexe à mettre en œuvre dans les études pour le plus souvent. Et donc on aurait 3 catégories en miroir de l'adulte et une maladie à part vraiment pédiatrique mais qui peut évoluer à l'âge adulte, qui sont les formes de début avant 6 ans avec anticorps antinucléaires positifs. Et l'autre revendication des pédiatres, qui est discutable, c'est d'accepter que l'âge de début avant 18 ans confère le titre d'arthrite juvénile idiopathique. Et donc ça, ces critères sont en cours de validation par un effort international actuel sur les patients que nous voyons pour voir si les critères nouveaux de classification sont les bons. Alors toute la prise en charge qui s'organise sur cette arthrite juvénile se fait de façon très multidisciplinaire. Cette diapo vous montre que notre centre de référence, comme d'autres, agit au sein d'une grande structure hospitalo-universitaire avec une structure de recherche clinique, unité de recherche clinique, centre d'investigation clinique, des unités de laboratoire de recherche, mais en lien bien sûr avec les centres de compétences et les centres experts de la filière FI2R en France, le réseau maladies rares en Europe, le RN-RITA qui n'apparaît pas ici mais qui aurait dû, et un réseau de recherche qu'on appelle le PRIMTO pour une grande partie du monde qui collabore avec le réseau nord-américain pour couvrir l'essentiel de la planète. Et bien sûr des collaborations avec les grands industriels pharmaceutiques qui sont promoteurs de nombreux essais pour leur traitement. Tout ça en lien avec aussi les associations de famille, etc. Alors, dans ce que je vais vous présenter sur le plan thérapeutique, il y a d'une part des traitements qu'on donne chez l'enfant dans le cadre d'AMM, il y en a encore relativement peu, même si cela augmente, et puis il y a beaucoup de traitements qui sont donnés hors AMM, qui sont déjà l'objet d'études cliniques ou qui sont l'objet d'avis d'experts, idéalement dans le cadre de PNDS, de protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Alors, ces protocoles d'AMM pour les traitements biologiques doivent normalement être proposés après des traitements non biologiques dans la plupart des cas, mais quelques exceptions, vous le verrez. Et les traitements non biologiques qu'on utilise sont surtout le méthotrexate et des traitements locaux comme les infiltrations articulaires ou les collyres, et les INS bien sûr.
Les corticostéroïdes restent nécessaires par voie systémique dans certaines pathologies, comme les formes systémiques d'AGI, mais sont de moins en moins utilisés lorsqu'on le peut, vous le verrez. Et donc on a même tendance dans les PNDS à recommander, dans certaines pathologies sévères, d'essayer de squeezer les corticoïdes et de mettre d'emblée un traitement biologique dans une approche qu'on appellera treat to target, sur laquelle je reviendrai. Effectivement, comme ça a été proposé par une task force en 2019, l'article de Ravelli qui est cité en bas de cette diapo, on s'oriente de plus en plus en pédiatrie comme en rhumatode adulte vers une treat to target approche. Donc le but est de se fixer des objectifs qu'on veut atteindre en mettant les moyens proportionnés pour cela à différents moments de la prise en charge de la maladie. Et donc, on veut contrôler rapidement l'activité de la maladie, peut-être éviter qu'elle ne diffuse à trop d'articulations, la laissant évoluer trop longtemps, peut-être même, c'est le rêve de certains, avoir une fenêtre d'opportunité pour freiner une maladie qui a vocation à devenir chronique en faisant une maladie d'évolution monophasique, moins chronique, voire limitée dans le temps, limiter les complications de la maladie, réduire le risque de certaines complications sur lesquelles on reviendra dans la forme systémique, et puis viser rapidement la maladie inactive ou la rémission complète. Au bout de 6 mois idéalement, on voudrait que nos patients pris en charge à temps avec des traitements actifs et une rémission complète sans corticoïdes, et puis ensuite arriver à une situation où on va plutôt alléger les traitements progressivement. Bien sûr, il faut prendre en compte le dialogue avec le patient et les parents pour que ce choix thérapeutique soit éclairé, bien compris, bien accepté. De plus en plus, on est dans cette logique où les patients et les parents ont leur mot à dire pour l'évaluation de la maladie et pour le choix des traitements, avec aussi des efforts qui sont faits en termes d'éducation thérapeutique pour les rendre plus acteurs de leur prise en charge. On doit respecter les aspects réglementaires et tenir compte des contraintes médico-économiques, car certains traitements sont très chers. Alors je commence par un exemple qui est l'AGI associé aux anthésites, qui est peut-être le moins original, parce qu'on est très proche de ce que font les médecins d'adultes. Cette diapo résume simplement le fait qu'on a souvent l'arthrite périphérique et l'anthésite chez l'enfant. La raideur axiale qui apparaît ici sur cette photo de textbook en haut à droite n'intervient généralement que secondairement, mais on la teste comme chez l'adulte avec les mêmes tests, Schaubert, etc. Et l'atteinte à l'IRM est difficile à interpréter chez l'enfant. Beaucoup de radiologues considèrent qu'il y a des sacroilites là où il n'y en a pas. En fait, il faut savoir que chez l'enfant, il ne faut pas surtraiter sur un avis radiologique non éclairé, car la relecture par un radiologue expert montrera que parfois ce sont des signes liés à la croissance, à l'activité des cartilages de croissance qui donnent des faux signaux IRM. Donc il faut vraiment faire du T2 et du T1, comparer attentivement, regarder des signes plus objectifs comme l'œdème osseux pour décider qu'il y a une atteinte sacroiliaque notamment et embrayer sur un traitement plus puissant sur cette base, lorsque c'est nécessaire. Alors, cette diapo extraite d'un article pédagogique publié il y a déjà 3 ans montrait que, comme chez l'adulte, on a un grand gap. On teste généralement les AINS, mais lorsque cela ne fonctionne pas, on n'a pas tellement de médicaments intermédiaires actifs. Chez l'enfant, le méthotrexate, la sulfasalazine n'ont pas prouvé leur efficacité, même dans les formes périphériques. Donc très facilement, si on a vraiment une forme très active, très douloureuse, et a fortiori c'est une atteinte d'imagerie inquiétante, on va basculer sur les traitements biologiques. Et actuellement, les AMM existantes ne sont que pour 2 anti-TNF dans cette situation, mais il y a d'autres traitements à laisser, on y reviendra. Alors, les nouveautés dans cette catégorie, c'est qu'en plus de l'adalimumab possible dès l'âge de 6 ans en AMM, en cas de non-contrôle de la maladie ou des critères de gravité, même après échec seulement des AINS, ou de l'étanercept possible dans les mêmes conditions à partir de 12 ans, nous avons qui arrivent d'autres anti-TNF à l'essai, notamment le golimumab, qui est autorisé en Amérique du Nord. Bientôt, j'espère, le certolizumab pégol. Nous avons des anti-L17 avec déjà une AMM européenne pour le secukinumab sous-cutané. L'avis de la commission de transparence est en cours. Un essai en cours pour l'ixekizumab, des inhibiteurs de JAK kinase et d'autres médicaments qui sont testés dans ces formes de l'enfant. Donc c'est très dynamique et on espère avoir plus d'AMM comme c'est le cas actuellement chez l'adulte dans cette forme-là. Un mot rapide pour les AGI associées au psoriasis. Comme vous le savez, elles peuvent évoluer parfois comme les spondylarthropathies, et c'est le cas chez l'enfant quand elles commencent après 6-8 ans, où généralement ce sont des formes qui évoluent comme les spondylarthropathies. Il y a peu de spécificité, néanmoins c'est une forme intéressante. Il y a parfois, comme chez l'adulte, des formes sémiologiques un peu particulières, et on a toute une floraison d'essais thérapeutiques avec des traitements qui sont parfois ceux que j'ai cités dans les anthésites en rapport avec une AGI, parfois d'autres, que je cite ici pour certains. Mais néanmoins, cette forme d'AGI devrait disparaître des nouvelles classifications, et donc c'est un peu à pure perte que sont faits ces essais, si ce n'est qu'on pourra quand même considérer l'intérêt de ces traitements chez des patients avec psoriasis et AGI. Il reste des besoins non couverts dans cette première catégorie de patients. Ce sont les formes les plus difficiles à diagnostiquer, je l'ai dit, et avec des retards au diagnostic, des errances diagnostiques liées notamment au caractère peu spécifique des douleurs. Certains enfants passent chez l'orthopédiste pendant longtemps en craignant une apovisite de croissance. Des adolescents sont considérés comme des patients de type fibromyalgique, douloureux chronique. On a du mal à avoir des signes objectifs parfois. Et donc on a un grand effort à faire pour réduire l'errance diagnostique et les mettre dans le bon circuit. Et puis par ailleurs, comme chez l'adulte, l'effet des AINS sur les douleurs anthésiques est inconstant. Et l'essai des anti-TNF que nous avons pour le moment comme seul biologique autorisé en AMM
et parfois décevant sur les anthésites, même lorsqu'il marche sur l'arthrite. Cela a été bien montré dans les études pédiatriques. Donc on attend vraiment d'avoir d'autres AMM. Il faut signaler que dans le psoriasis, la seule AMM existante pour le moment est l'étanercept à partir de 12 ans, plus l'AMM européenne qui demande à passer en commission de transparence pour le sécukinumab. Alors je change de sujet pour passer au groupe le plus fréquent des arthrites juvéniles idiopathiques, celles qui commencent avant 6 ans avec anticorps antinucléaires et donc qui peuvent toucher plus les petites filles que les petits garçons. Il y a quelques formes familiales, tout au moins où il y a plusieurs enfants dans la même fratrie, donc chez des cousins et cousines, parce qu'il y a des facteurs de susceptibilité partagés, et qui peuvent être soit oligo-articulaires, moins de 5 articulations touchées au cours des 6 premiers mois, soit d'emblée polyarticulaires, 5 articulations en plus au cours des 6 premiers mois. Peu importe, ces formes peuvent être ennuyeuses sur le plan articulaire, même quand elles sont peu étendues, quand elles touchent, comme par exemple sur la diapo en bas à gauche pour vous, le rachis cervical, et également elles peuvent être ennuyeuses lorsqu'elles atteignent l'œil, quand il y a une uvéite chronique associée à œil blanc, comme on le voit sur la diapo intermédiaire en bas. Donc là, quand le méthotrexate ne fonctionne pas, que ce soit sur l'arthrite ou sur le vite, il y a d'autres solutions possibles. Nous avons depuis longtemps 2 anti-TNF en AMM chez ces enfants qui sont l'étanercept et l'adalimumab, tous deux dès l'âge de 2 ans. Pour l'adalimumab de préférence en association au méthotrexate lorsque le méthotrexate fonctionne et est toléré. Nous avons aussi depuis longtemps le tocilizumab en AMM dès 2 ans par voie IV et depuis moins longtemps par voie sous-cutanée chez ces enfants. L'abatacept depuis longtemps par voie IV en deuxième biologique dès l'âge de 6 ans et depuis moins longtemps en premier biologique aussi dès 2 ans par voie sous-cutanée. Et on a des AMM européennes pour le golimumab et le tofacitinib qui attendent l'avis de la commission de transparence, sachant que d'autres médicaments sont aussi à l'essai comme des anti-JAK ou d'autres anti-JAK comme le baricitinib par exemple. Donc, pour résumer, dans ce sous-groupe de maladies qui est le plus important des AJI, si l'atteinte oligo-articulaire simple est traitable localement, par exemple un gros genou ou 2 gros genoux, on va faire des infiltrations articulaires, le CIA que vous voyez là, le corticoïde intra-articulaire, plus ou moins des INS. S'il n'y a pas d'uvite associée, si une uvite associée, on va mettre des collyres corticoïdes et ça ne suffit pas, si c'est grave, on va discuter, on y reviendra sur les traitements systémiques de l'uvéite elle-même. Et s'il y a une polyarthrite ou une arthrite embêtante, même non polyarticulaire mais qui touche des articulations sensibles, l'arrière-pied, le poignet, le rachis cervical, la hanche, on peut discuter rapidement avec avis d'experts, méthotrexate, voire biologique, et peut-être même dans certaines treat-to-target approach, de faire d'emblée une bithérapie méthotrexate et biologique, avec comme biologique possible étanercept, adalimumab, mais aussi tocilizumab, abatacept, et d'autres qui apparaissent, puisque comme je vous l'ai dit, il y a des AMM européennes en attente de validation par la commission de transparence et d'autres essais thérapeutiques en cours. Donc cette diapo a été un peu remise à jour sur la partie droite eu égard aux essais cliniques récents. Alors je donne un petit exemple, on a une fillette de 4 ans qui a une uvéite qui est plus difficile à contrôler que l'arthrite chez elle, puisqu'elle a été mise sous méthotrexate pour son arthrite. Le méthotrexate peut être actif sur l'uvéite, mais chez elle, malgré le méthotrexate, malgré les collyres corticoïdes à 2 gouttes par jour depuis 6 mois, elle reste active sur le plan de l'uvéite. Que faut-il faire? Eh bien là, il y a des réponses qui apparaissent, parce que ces uvéites sont vraiment un vrai problème. Elles sont chroniques, elles sont longtemps asymptomatiques, elles sont parfois diagnostiquées au stade de complications. Ce sont les formes que vous voyez à gauche sur votre écran. À la différence des uvéites aiguës récurrentes, avec un œil rouge, irrité, etc., qu'on diagnostique tôt, dans le contexte des spondylarthropathies de l'enfant plus âgé ou de l'adulte. Donc vraiment, les uvéites chroniques du jeune enfant sont un vrai problème du fait du diagnostic tardif et de la prise en charge qui peut intervenir au stade où il y a déjà des complications chez l'enfant. Pour vous dire, nous exigeons d'ailleurs que tout enfant qui a une arthrite qui débute avant 6 ans, qui n'est pas une forme systémique, bénéficie d'un examen ophtalmologique avec lampe à fente tous les 3 mois pendant 5 ans, car c'est la période à risque de développer cette uvite, pour être sûr de la détecter à temps, de la traiter à temps avant le stade des complications. Et parce que quand c'est compliqué, c'est une catastrophe, ça donne des cataractes, des hypertones oculaires, l'œdème maculaire, et ça peut entraîner une cécité, d'autant qu'elles sont bilatérales dans 80% des cas, ces uvites de l'arthrite juvénile idiopathique. Donc c'est une catastrophe, c'est une des principales causes de cécité chez l'adulte jeune lorsqu'on ne les prend pas bien en charge. D'où cette recommandation que je vous remets ici. Tout agide qui commence avant 6 ans non systémique, lampe à fente tous les 3 mois pendant 5 ans pour détecter à temps cette uvite et la traiter à temps. Alors, quand on a la situation de la petite fille que je vous ai montrée, une uvéite qui reste active malgré les collyres corticoïdes bien conduits à au moins 2 gouttes par jour de dexaméthasone sur 6 mois ou au moins 3 gouttes pendant 3 mois et du méthotrexate hebdomadaire généralement à 0,6 mg/kg des doses proches, on est amené à ce moment-là à discuter un traitement de fond et il y a actuellement une AMM dans cette situation pour l'adalimumab et d'autres traitements qui peuvent être testés et discutés avec un centre expert. Bien sûr, il faut suivre régulièrement l'observance des traitements, être sûr que l'adalimumab soit bien pris, doser le traitement, vérifier qu'il n'y a pas des anticorps anti-adalimumab qui apparaissent et un dosage bas de la biothérapie. Et quand cela ne fonctionne pas, on a d'autres possibilités, d'autres anticorps anti-TNF
qui peuvent fonctionner même s'il n'y a pas d'AMM. Parfois le tocilizumab, qui a été l'objet d'essais, qui montre un effet comme chez l'adulte intéressant sur l'œdème papillaire, et un essai en cours avec le baricitinib dans ces uvites de l'AJ, donc un JAK inhibiteur. Et en fait, l'AMM que nous avons pour l'adalimumab se base sur une étude anglaise, surtout une étude pivot anglaise. Il y a une petite étude française adjuvite que nous avons menée en complément, mais l'étude anglaise était grande. Elle a inclus 90 patients qui avaient une AJ avec uvéite non contrôlée sous méthotrexate et choline-corticoïdes. Ils ont randomisé en 2 groupes. Un tiers des patients recevaient en plus un placebo, 2 tiers l'adalimumab. Et ils ont évalué la situation pendant le suivi en termes de tolérance et d'efficacité. Et les inclusions ont été stoppées rapidement parce qu'il y avait une grande différence d'efficacité entre le bras adalimumab et le bras placebo, avec une tolérance qui semblait satisfaisante. De ce fait, on voit ici l'efficacité très différente avec un grand taux de situation insatisfaisante sous placebo, soit des uvéites qui restaient très actives, soit dont l'activité de la maladie s'aggravait, alors que c'était le cas beaucoup moins souvent sous adalimumab, différence très significative. Donc de ce fait, il y a une AMM qui a été obtenue pour l'uvéite associée à l'AJ. Donc actuellement, si on est en échec de méthotrexate et d'écolir, il y a une AMM pour l'adalimumab dès 2 ans, avec les doses que je vous indique par voie sous-cutanée, à 20 mg toutes les 2 semaines pour les enfants de moins de 30 kg, 40 mg toutes les 2 semaines pour les enfants plus grands, en association si possible au méthotrexate. Et comme je vous le disais, lorsqu'on a malheureusement quelques enfants qui répondent mais qui s'immunisent à l'adalimumab, on peut tester un autre anticorps anti-TNF après avis d'experts, le golimumab qui aura une AMM validée par la commission de transparence, j'espère bientôt, voire d'autres comme l'infliximab qui est un vieux traitement, qui est puissant, qui peut bien marcher, et d'autres encore, j'espère. Il y a eu un essai, comme je disais, avec l'anti-L6 tocilizumab qui n'a pas été concluant, mais qui montrait quand même chez certains patients des choses intéressantes s'agissant de patients très réfractaires qui étaient en échec des anticorps anti-TNF, qui avaient peut-être des doses un peu faibles de tocilizumab dans l'essai anglais. Donc ça peut être, après avis d'expert, une option chez les patients avec un œdème papillaire ou une uvite très résistante aux anticorps anti-TNF. Et puis donc on ne sait pas encore ce que donneront les JAK inhibiteurs, mais il y a l'essai en cours avec le baricitinib qu'il va falloir suivre attentivement. Et ce qui est important, c'est de faire tout ça de façon concertée. Donc il y a eu un effort de plusieurs pédiatres, ophtalmologistes, internistes, rhumatologues dans le cadre d'un PNDS que j'ai pu coordonner avec David Sadoun et Baram Bodaghi et plusieurs collègues que vous voyez ici. Et ce PNDS n'est pas parti de rien, il s'est basé des études dont je vous ai parlé, dont Sycamore, et c'est basé de plusieurs recommandations qui existaient, dont certaines très intéressantes de l'ACR, l'American College of Rheumatology, qui ont toutes essayé de définir des conditions de prise en charge optimales de ces uvéites de l'arthrite juvénile idiopathique et d'autres uvéites chroniques non infectieuses de l'enfant et de l'adulte. Et donc, pour résumer, les objectifs prioritaires dans cette situation chez l'enfant et chez l'adulte sont contrôler l'inflammation oculaire le plus complètement, le plus rapidement possible, le plus durablement possible, et surtout pour résoudre et prévenir les complications et préserver la fonction visuelle, il faut non seulement contrôler cette inflammation oculaire, mais limiter les corticoïdes locaux. On n'accepte plus qu'un enfant reçoive, ou même un adulte d'ailleurs, plus de 6 mois à 2 gouttes par jour de dexaméthasone sans réagir, ou plus de 3 mois à 3 gouttes par jour, parce qu'on sait que c'est vraiment le mettre dans une zone à risque de complications. On évite chez l'enfant et l'adulte non AFAC les injections intra-articulaires de corticoïdes qui sont grandes sources de cataracte, et donc on en fait au maximum une chez le jeune patient, et encore si on peut ne pas en faire du tout, c'est mieux. Et donc tout en respectant les indications thérapeutiques, on va très rapidement avoir un avis d'expert et discuter les traitements de fond, méthotrexate, voire d'emblée méthotrexate, anticorps anti-TNF, etc. Et cette démarche qui est vraie pour les uvéites de l'arthrite juvénile idiopathique est étendue aussi bien sûr à d'autres uvéites sévères de l'enfant et de l'adulte, maladie de B7 et autres. Donc ça c'était très important. Voilà, donc ça c'est pour la partie oligopolyarthrite, spondylarthropathie et uvite associée à l'AJ, qui est la partie non systémique sur laquelle je m'arrête et sur laquelle je pourrais revenir par la suite.